l'objectif en fait d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu, j'ai essayé de trouver un titre assez accrocheur sur, les génies sont-ils tous créatifs, hein. En effet, petit point de détail, avant d'aller directement là-dessus, je me présente, donc je suis Maud Besançon, comme on vous l'a dit, je suis donc enseignante-chercheur à l'Université Rennes 2, et je travaille, toutes mes recherches portent sur le développement de la créativité, et plus particulièrement après tout ce qui s'intéresse en fait au haut potentiel. Donc est-ce que le haut potentiel intellectuel, c'est exactement la même chose que le haut potentiel créatif? Donc voilà, d'où ce titre en fait sur les génies sont-ils tous créatifs? C'est-à-dire qu'on a longtemps considéré que ce haut potentiel intellectuel, ça pouvait être considéré comme des génies. Est-ce que vraiment, après, tous les génies sont créateurs? Alors, oui, ça marche. Je vous ai donné un premier exemple. Et donc celui-ci, on le connaît tous, mais vous allez voir que le deuxième également. Je suis partie il y a quelques siècles en arrière et j'ai pris l'exemple de Léonard de Vinci, qui était vraiment, on peut le considérer quand même comme un génie, que ce soit au niveau de la peinture, que ce soit au niveau des créations qu'il a pu faire. Il était, je dirais, un créateur bien en avance par rapport aux personnes de son siècle. Et puis, ça a suivi, ça a mis plus de temps qu'il n'en fallait, mais en tout cas, on l'a suivi sur les avions, sur les chars, etc. Il a quand même, il a eu des très très bonnes idées, et donc il a créé ces choses-là. On voit ici que ce génie, au final, il s'exerce dans différentes dimensions. C'est pas toujours le cas, hein. Certains, on est créateur uniquement dans certaines dimensions, que ce soit en littérature, en peinture, mais lui, il a vraiment ouvert la voie dans différentes dimensions. Autre exemple un peu plus récent, nous avons Elon Musk. Alors effectivement, là, lui aussi, de mon point de vue, beaucoup plus récent, mais aujourd'hui aussi, il s'intéresse un petit peu à tout. Il finance dans différentes sphères, et puis, il crée. Alors, est-ce que ça veut dire que, après, à côté de ça, on n'a jamais mesuré leur potentiel intellectuel, ni même leur potentiel créatif? Mais est-ce que, il y a vraiment un lien entre l'intelligence et la créativité? Et donc, pour ce faire, moi, je vais vous remontrer un petit peu, mon objectif, il est là aujourd'hui, je vais revenir sur ce que c'est que l'intelligence, sur ce que c'est que la créativité, parce qu'on entend beaucoup, bien au final, quand on a un enfant au potentiel intellectuel, moi je travaille beaucoup chez les enfants, il y a vraiment un lien entre, il est très intelligent, c'est qu'il est très créatif. Mais est-ce vraiment ce que l'on retrouve au final dans les recherches menées aujourd'hui? Donc je vais commencer par vous présenter. Ah, alors là, c'est pas le mot. Je suis assez étonnée. Bref. Ah oui, pardon, j'avais oublié ça. Petite slide en fait avec Steve Jobs, puisque créativité et intelligence se ressemblent. Moi j'aime beaucoup en fait cette idée. En tout cas, il est intéressant également d'avoir en fait ce qu'il propose, c'est que la créativité consiste juste à relier des choses entre elles. Si vous demandez à des gens créatifs comment ils ont fait quelque chose, ils se sentent un peu coupables parce qu'ils ne l'ont pas vraiment fait. Ils ont juste vu quelque chose qui leur a semblé évident au bout d'un moment. Alors, on va retrouver ça parfois de temps en temps, c'est-à-dire que dans le discours de tous les jours, ça va être effectivement cette possibilité de « Ah ben oui, effectivement, j'ai pris le temps de réfléchir, etc. » Alors oui, c'est pas simple en fait d'être créatif, il faut oser prendre des risques, puis tout le monde ne les prend pas. Puis à côté de ça, c'est pas parce qu'on est créatif qu'on a réussi du premier coup. Souvent, c'est des gens qui sont très persévérants et qui, au bout d'un moment, ont fini par être créatifs. Donc en tout cas, ils ont fait ou créé des choses nouvelles parce qu'ils ont su relier des expériences entre elles. Et effectivement, on va voir que réussir à faire le lien, créer des analogies, des ponts entre différents domaines, c'est quelque chose de très important. Donc, quelques définitions pour commencer. Alors, l'intelligence, de quoi parle-t-on? Puisque on parle ici, du haut potentiel, du H-cube, donc haut quotient intellectuel. Donc, je suis revenue un petit peu sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Pour ce faire, quelques définitions prises dans la littérature scientifique. Le premier à en parler, j'aime bien le présenter parce que, on parle beaucoup de ce qui se fait à l'international, mais Binet était français. Alors après, c'est parti aux États-Unis avant d'en revenir. Et donc, Binet indiquait l'intelligence, ça correspond au jugement. Au jugement, autrement appelé le bon sens, le sens pratique, l'initiative, bref, la faculté de s'adapter aux circonstances. Et c'est le premier
qui, psychologue, a réussi à créer un test qui évaluait vraiment l'intelligence, cette capacité, on va dire, vraiment cognitive supérieure, pas en restant uniquement sur de la perception. Dans sa première batterie, il y avait un test, un subtest, qui évaluait justement la créativité, et puis après, ça a été enlevé dans les versions ultérieures. Toujours est-il que les versions aujourd'hui que vous connaissez bien quand on évalue l'intelligence, c'est Wechsler. Wechsler, qui lui définit l'intelligence comme la capacité globale ou agrégée de l'individu à agir en fonction d'un but, à penser rationnellement, à s'ajuster efficacement à son environnement. Alors Wechsler, vous l'avez certainement entendu parler, parce que quand on fait passer des tests d'intelligence, on fait passer la WISC ou la WIPSI ou encore la WISE, et donc c'est bien toutes les échelles de Wechsler. Alors il faut savoir que ça c'est basé sur les premiers travaux de Binet qui sont partis aux États-Unis. Quand ils sont revenus, depuis, on suit en fait ce que fait les États-Unis plutôt que de créer nous-mêmes en France nos propres outils. Je vous ai également mis la définition de Robert Sternberg, qui est un autre expert en fait qui s'intéresse à l'intelligence et puis qui a une vision un petit peu différente, où lui, il parle en fait de différentes fonctionnements. Il y a le fonctionnement plutôt logico-mathématique et notamment créatif. Et donc pour lui, l'intelligence, c'est le comportement adaptatif orienté vers un but. Et donc ce qui fait que parfois on est amené à raisonner, parfois on est amené également à créer. D'où ce point qui me paraissait intéressant de vous présenter. Et puis enfin une petite dernière définition, parce qu'après tout, il y a beaucoup d'hommes et que les femmes sont aussi intelligentes que les hommes. Et travaillent. Non mais c'est vrai, on n'en parle pas assez, elles ne sont pas souvent là. Donc je me suis permis de trouver, alors, ça veut bien passer, oui, ou pas. Donc c'est Linda Gottfredson qui dit que l'intelligence, c'est la capacité à gérer la complexité cognitive. Donc on voit que tous autant qu'ils sont, ces chercheurs sont bien dans cette idée d'adaptation en fait, de l'individu, de quelque chose où effectivement on fait face quand même et on s'adapte, avec, soit c'est orienté vers un but, il y a une complexité cognitive à gérer, Donc on est bien, l'individu va s'adapter à son environnement. Ensuite, la créativité. Alors la créativité, c'est un petit peu différent, puisque au niveau de l'intelligence, on ne nous demande pas d'inventer quelque chose, il n'y a pas forcément de nouveauté, même si on s'adapte parfois à des situations qui sont nouvelles, mais peu importe, dans ces situations nouvelles, on peut reproduire un comportement qu'on a déjà eu. La créativité, c'est pas ça. La créativité, c'est être capable de créer quelque chose de nouveau, tout en étant adapté à ce qui nous est demandé, donc aux contraintes qui nous sont mises. Et donc, on voit qu'il y a quand même, le fait que ce soit adapté, on retrouve cette notion d'adaptation également au sein de l'intelligence. Et quand on s'intéresse à la créativité, je vais vous présenter, on va dire, l'approche multivariée, parce que la créativité, c'est pas, il suffit juste d'avoir une compétence. Il y a différents ingrédients qui vont permettre à l'individu d'être plus ou moins créatif. Donc, selon l'approche de Sternberg et Lubart, proposée, vous voyez, en 1995, il y aurait 3 grands types d'ingrédients qui vont permettre, au final, d'exprimer plus ou moins son potentiel créatif. Eh bien, ça a du mal. Voilà. Alors, premier grand type de facteurs, les facteurs cognitifs. Dans les facteurs cognitifs, on va notamment retrouver l'intelligence, les connaissances qu'on peut avoir dans un domaine, et ce qui explique donc qu'en fonction des connaissances qu'on va avoir, on va plus ou moins pouvoir exprimer son potentiel créatif. Ce qui explique aussi qu'on peut être créateur uniquement dans un domaine et pas dans un autre. Dans ces facteurs cognitifs, j'y reviendrai, il y a également la pensée divergente qui a la capacité à produire de nombreuses idées, qui est vraiment un des ingrédients qui a été les plus examinés, je dirais, au sein de la recherche en psychologie. Deuxième grand type de facteurs, c'est ce qu'on appelle, nous, les facteurs conatifs. Dans les facteurs conatifs, on va retrouver plutôt ce qui a trait à la personne en elle-même, c'est-à-dire quels sont ses traits de personnalité. La littérature a mis notamment en évidence que le trait d'ouverture, donc le fait d'être capable d'aller rechercher, d'être curieux, va être en lien avec la créativité. On a également mis en évidence qu'il y avait différents types de motivation et qu'en fonction de la motivation, donc plutôt avoir une motivation intrinsèque plutôt qu'extrinsèque, allait permettre au final à l'individu d'être un peu plus créatif. De la même manière, les émotions. Les émotions positives et les émotions négatives ne vont pas influencer de la même manière en fonction de ce que l'on évalue au sein de la créativité. Et puis, troisième grande catégorie de facteurs, c'est l'environnement. En effet, dans l'environnement, la créativité, elle n'est pas juste innée. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, un enfant qui considère qu'il n'est pas créatif ou vous ne considérez pas comme créatif, que vous ne pouvez pas le devenir. Pas difficile, en fait, ça s'entraîne. Et l'environnement dans lequel on évolue, que ce soit
l'environnement familial, mais également l'environnement scolaire, avec les pairs avec qui on va avoir des interactions. Même également notre environnement vraiment plutôt, je dirais, là où on travaille en tant qu'adulte, ça va avoir une incidence. C'est-à-dire que est-ce que notre environnement nous permet d'exprimer notre potentiel créatif? Donc ces 3 grands types de facteurs s'influencent mutuellement et vont avoir une incidence sur le potentiel créatif. Et vous avez bien compris que le potentiel créatif, selon les domaines, on peut être plus ou moins créatif selon les domaines. Sauf que ce potentiel créatif, et là voilà, je ne vous le présente pas, mais il y a le modèle de Gagné, de François Gagné, qui est très intéressant, montre bien, François Gagné, il est canadien, et donc il parle de douance, et puis on va vers le talent. Et pour exprimer ça, voilà, donc ici sur le potentiel créatif, on serait dans la douance, est-ce que j'ai ou pas, on va dire, voilà, tous les éléments qui vont faire que ça peut ou pas s'exprimer. Mais en tout cas, quand ça s'exprime, ça se transforme vraiment en talent. Non. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça va dans le... Ah oui. Par contre, ça allait trop loin. Bon, bref. Il y avait une dernière slide où, voilà, tant pis, ça ne veut pas, je vais rester là. En tout cas, voilà, votre potentiel, il s'exprime ou pas, et donc ça devient du talent. Alors, revenons ici sur la distinction entre intelligence et créativité. Sur intelligence et créativité, il y a de nombreuses études. Dans certaines, vous avez des résultats qui vont montrer, effectivement, qui mettent en évidence qu'il y a effectivement une communauté. En même temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, rien qu'à la définition, on voit bien l'adaptation. Donc, dans cette recherche, en fait, menée par Nussbaum et Sylvia en 2011, ils ont évalué 2 choses. Ils ont évalué d'une part l'intelligence fluide, donc c'est vraiment le raisonnement de l'individu. Et donc, quand on évalue le raisonnement de l'individu, donc c'est le GF, c'est évalué avec différentes épreuves. Les matrices de Raven, le fait de trouver des suites à des lettres qui sont proposées. Donc, ils avaient proposé 4 épreuves, et donc ça nous donne un indice de raisonnement, donc l'intelligence qu'on appelle fluide. Ils ont également fait passer à leurs participants une épreuve de créativité dans laquelle on leur demandait de créer quelque chose. C'était, dans mon direct souvenir, c'était vraiment une poésie, un texte, inventer un texte. Ce texte a été évalué, vous le voyez sur la droite, par 4 évaluateurs. Et à partir de la moyenne de ces évaluateurs, on obtient donc un indice de créativité. Et on voit ici que le raisonnement donc GF, donc l'intelligence fluide, est en lien avec la créativité. Et donc, effectivement, en tout cas, il y a certaines recherches qui mettent effectivement en lien cette communauté entre créativité et intelligence. Toutefois, il y a la majorité au final des épreuves, quand on regarde les recherches, notamment il y a eu une méta-analyse de Kim de 2005, et donc c'est très intéressant puisque quand on a une méta-analyse, ça prend de nombreuses recherches qui ont été publiées et ça fait une synthèse des résultats. Dans cette méta-analyse, ça se base sur 100 études, donc on est plutôt pas mal déjà, qui étaient publiées entre 1961 et 2004. En même temps, ça date de 2005. De toute façon, c'est comme tout. La recherche, elle avance, et donc on peut reprendre les choses d'année en année. Il y a de toute façon de plus en plus de publications, notamment sur la créativité. Donc sur ces 100 études publiées, la corrélation entre l'intelligence et la créativité, elle paraît quand même très faible. 0,14. Voilà, la corrélation, elle va entre -1 et +1. Et vous voyez, une corrélation à 0,14, on est très proche de 0. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas tant de lien que ça entre créativité et intelligence. Comment est-ce que ça s'explique? Pourquoi? Et puis à côté de ça, il y a des grandes variabilités entre les recherches. Il y a plusieurs sources de facteurs, des différents facteurs qui peuvent expliciter cette faible variable, cette faible corrélation, ce faible lien. Oh mince, pourquoi ça va si loin? Je vais revenir en arrière, voilà. Donc il y a différents modérateurs qui sont significatifs. La première, c'est quelles sont les épreuves d'intelligence qu'on a utilisées. On voit que si on utilise juste, justement, du raisonnement, ce n'est pas la même chose que si on utilise une batterie de type WISC, où là, on va obtenir en fait, des choses qui peuvent être un petit peu différentes. On a également, selon le niveau d'intelligence. Par rapport au niveau d'intelligence, on se rend compte que lorsqu'on s'intéresse effectivement à des gens qui sont plutôt dans la norme, jusqu'à 115, 120, là, on observe une magnifique corrélation. Par contre, quand on va s'intéresser plus spécifiquement à des quotients intellectuels au-delà de 120, là, il n'y a plus de lien entre créativité et intelligence.
En même temps, ça fait le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les facteurs cognitifs de la créativité, il faut un minimum de connaissances, d'intelligence pour pouvoir être créatif. Au-delà d'un certain seuil, c'est donc la théorie du seuil, eh bien, au final, il n'y a plus de lien. Et puis enfin, vous avez donc également les tests de créativité. Est-ce qu'on est uniquement sur de la pensée divergente ou est-ce qu'on utilise et la pensée divergente et la pensée intégrative? Voilà, ainsi que le sexe, donc le genre, et également l'âge des participants. Donc tout ça, vous voyez, fait qu'il y a quand même un beau mélange, mais il n'empêche, majoritairement, on est plutôt sur, il y a très peu de liens entre créativité et intelligence. Donc voilà, la relation est donc négligeable entre l'intelligence et la créativité. Même un élève peu intelligent peut donc être créatif, et à l'inverse, un élève très créatif peut ne pas être très intelligent. Alors, passons maintenant à comment est-ce qu'on peut évaluer les choses. Parce qu'à un moment donné, vous connaissez l'évaluation de l'intelligence. Voilà, si vous faites partie de Mensa, de toute façon, vous avez été amené à être évalué au niveau de votre potentiel intellectuel. On évalue également la créativité. Et donc, petit boutade, mais il n'empêche, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. De la même manière, si vous faites passer des tests qui ne sont pas adaptés à la personne, voilà, en France métropolitaine, enfin voilà, peu importe, si on fait passer des tests WISC, etc., à des enfants qui viennent d'arriver en France, évidemment, il y a une difficulté de compréhension des consignes et donc ils ne vont pas obtenir tout le potentiel qu'ils pourraient avoir dans leur langue d'origine. Mais en tout cas, quand on va voir donc un psychologue, eh bien, le psychologue, on vient lui demander, ben voilà, je voudrais donc connaître mon intelligence ou l'intelligence de mon enfant, voire même le potentiel créatif de mon enfant. Alors, c'est toute la difficulté, c'est que dans le langage parlé, on va dire, ben oui, on a évalué mon intelligence, ou on a évalué la créativité. Sauf que l'intelligence et la créativité ne s'évaluent pas directement. On n'a pas directement la mesure de l'intelligence ou la mesure de la créativité. On va être obligé de passer par des épreuves. En effet, on va faire passer des épreuves d'intelligence, faire passer des épreuves de créativité pour avoir un score, une performance. Et donc, l'intelligence et la créativité ne sont pas directement mesurables, c'est ce qu'on appelle en psychologie un construit, alors que les performances, justement à ces épreuves que l'on fait passer, eh bien là, on obtient bien un score, et ces scores, ils sont évidemment mesurables, mais tous ces scores qui sont mesurables, eh bien, ils sont dépendants de différents facteurs, ils sont donc multidéterminés, et c'est tout le travail du psychologue. Ben voilà, avoir un score, un QI de 100, deux individus peuvent avoir le même QI, mais ça ne veut pas dire exactement la même chose. Et donc, quand les parents ils viennent voir un psychologue, l'intérêt, c'est de leur faire comprendre. Mais en fait, le score en lui-même, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre quels sont les facteurs qui font qu'il va réussir ou pas réussir, cet enfant, à obtenir ce score-là. Donc, c'est vraiment les déterminants, les facteurs qui vont expliciter un petit peu mieux son fonctionnement cognitif. Alors, par rapport à ça, je vous propose, en fait, voilà, mon collègue Corentin Gontier a proposé dans son HDR, donc son habilitation à diriger des recherches, une modélisation de l'intelligence et donc des différents facteurs simplifiés, mais que je trouve assez intéressante à vous présenter. Le voici. Au final, vous voyez tout à droite. De quoi ? Mais non, ça va être très simple. Alors, voilà. Ici, vous avez les performances d'intelligence. Vous voyez, c'est ce qu'on a vraiment évalué, c'est-à-dire que c'est le chiffre que vous obtenez en sortant de chez le psychologue. Eh bien, c'est dû à quoi ? C'est dû, au final, ici à notre raisonnement. Mais ce raisonnement, au final, on ne va pas utiliser les mêmes stratégies. C'est-à-dire que si je vous demande de fermer les yeux et imaginez que je vous propose de compter le nombre de fenêtres de la maison ou de l'appartement dans lequel vous avez grandi. Je vous laisse un petit peu de temps. Comment est-ce que vous avez fait ? Allons-y. Comment est-ce que vous avez fait ? Avec la mémoire, mais comment est-ce que vous avez compté ? Dites-moi. Vous êtes représenté, donc vous étiez à l'intérieur de la maison ou de l'appartement et vous comptiez, vous passiez dans les couloirs et vous alliez dans chacune des pièces pour... Ah, il y en a donc, qui sont passés par l'extérieur de la maison et qui ont compté. Ok, oui.
Ouais. Oui, ok. Voilà, l'endroit où vous avez vécu. Et après, soit effectivement, les deux grandes stratégies, c'est soit, quand je me remémore tout ça, je rentre dans la maison, et puis là, je passe, ou dans l'appartement, et je passe dans les différentes pièces, et donc je compte les différentes fenêtres. Soit, effectivement, autre possibilité, je fais le tour de la maison ou de l'appartement par l'extérieur. Donc, vous voyez bien que... Alors après, vous pouvez faire les deux. Hein, maintenant qu'on a vu qu'il y avait deux types de stratégies, je vous promets, vous allez arriver au même score, il y aura autant de fenêtres. Donc, on a bien des stratégies qui peuvent être différentes, qui vont permettre normalement d'arriver au même résultat. Ben, c'est la même chose pour les épreuves qu'on fait passer aux enfants. Et bien voilà, il y a des différents types de stratégies. Vous avez également, et ça vous en avez certainement entendu parler, parce que dans le WISC, vous avez la mémoire de travail. Tout ce qui est mémoire de travail, c'est donc la capacité à... je fais plusieurs choses à la fois. Par exemple, on me donne la consigne, mais je l'ai gardée en tête parce qu'en même temps, il faut que je réponde à ce qui m'est demandé. Donc voilà, la mémoire de travail est très importante. Vous avez tout ce qui est attention et contrôle attentionnel. Voilà, ça c'est la base. C'est-à-dire que si vous ne faites pas attention, si je vous demande de mémoriser quelque chose que vous ne m'avez pas écouté à ce moment-là, ça passera à côté. Et à l'inverse, vous avez également tout ce qui est connaissance déclarative procédurale que vous avez donc là-haut. À l'inverse aussi, tout ce qui est plutôt compétences sensorimotrices, substrat neuronal. Et là, voilà, c'est tout ce qui se passe dans le cerveau, donc c'est tout ce qui est plutôt inné. Et puis vous avez, alors là, vous avez un gros tas, voilà, entouré en rouge, tout ce qui est facteurs psychosociaux, situation de test, aptitude large, le psychologue lui-même. Eh bien ça, c'est ce qui est évalué, on va dire, par l'erreur de mesure du test. Donc quand on vous fait passer un test, normalement, on ne vous donne pas juste un chiffre. Parce que la mesure, elle n'est jamais vraie. On n'aura jamais la performance exacte de l'individu, c'est bien la performance à un instant T. Et donc tous ces facteurs, c'est la raison pour laquelle, quand on est constructeur, on va dire, d'un outil psychologique, eh bien, on donne un intervalle de confiance. Et normalement, un psychologue, quand il fait bien son travail, il vous donne l'intervalle de confiance dans lequel se situe votre performance. Parce que, voilà, il y a tous ces facteurs qui vont avoir un biais. Et puis enfin, vous voyez là en bleu, tout autour, vous avez tout ce qui est le contexte, la nature du test, mais le contexte également le moment de l'évaluation. Effectivement, et voilà, c'est assez logique, hein, si on fait passer un test à 6 ans, on n'a pas tout à fait les mêmes connaissances que si on le fait passer à 12 ans ou bien à 18 ans. Donc, voilà, donc tout ça, c'est vraiment, voilà, ça fait partie des choses qui sont à prendre en considération. Et le psychologue, quand il va interpréter le score de l'enfant, eh bien, il doit prendre ces éléments-là en considération. C'est pour ça que ça demande du temps. C'est pas juste, je fais passer le test, je donne le score, et puis au revoir, allez voir un médecin, ça suffira pour détecter une déficience intellectuelle. Voilà un petit peu donc, cette modélisation de l'intelligence. Et donc, on ne parle pas de diagnostic du haut potentiel intellectuel, on parle bien d'une identification. Cette identification, parce qu'il n'y a pas de trouble associé, et donc, ça ne fait pas partie, en fait, du haut potentiel intellectuel, du DSM ou bien de la CIM. Absolument pas. C'est pour ça qu'on parle bien d'une identification. Cette identification, même si on est tous d'accord, on a ce chiffre de il faut que le QI total soit supérieur à 130, sauf que ça dichotomise un petit peu la réalité. C'est pour ça que je vous ai remis ici cette courbe de Gauss où on voit bien qu'il y a quand même un continuum avec tout à droite la déficience intellectuelle, tout à gauche, pardon, la déficience intellectuelle, et tout à droite le haut potentiel intellectuel. Mais c'est un continuum. D'accord ? C'est pas d'un seul coup, hop, vous passez à 130 et schping, d'un seul coup, totalement, les choses, elles sont totalement différentes. Ou à l'inverse, de l'autre côté, que vous soyez à 71, à 70 ou à 69, ça ne va pas changer grand-chose. Mais voilà, la déficience intellectuelle, normalement, c'est ce score de 70 ou de 130. Alors pourquoi ces scores de 70 et de 130 ? C'est parce qu'en psychologie, la norme, c'est qu'on s'intéresse aux 5% de la population qui soit sont tout au-dessus, soit tout en dessous. Sauf qu'ici, quand on travaille sur l'intelligence, eh bien, on va s'intéresser aux deux côtés de la courbe. Et quand on s'intéresse aux deux côtés de la courbe, on ne va pas prendre les 5%, mais on va prendre 2,5% de chaque côté. Et ça tombe qu'à 130, on a 2,2, 2,3% de la population qui s'y retrouve. Et la même chose, en dessous de 70, on a exactement la même chose, puisque c'est une courbe qui est symétrique. Alors, ça nous va bien. Parce que, effectivement, on est à peu près à 2,5% de chaque côté. Et donc, raison pour laquelle, statistiquement, on considère qu'il y a dans la population environ 2,5% d'enfants et d'adultes qui sont à haut potentiel intellectuel, donc avec un QI supérieur à 130. Et par rapport à ce qu'avait proposé donc Corentin Gontier,
c'est que par rapport à voilà, cet ensemble de cette structure, cette architecture cognitive qui est à l'œuvre pour résoudre l'épreuve, enfin, ou les épreuves qu'on fait passer à l'enfant, quand on est au niveau de la déficience intellectuelle, eh ben, ça fonctionne mal. Mais à un moment donné, peut-être qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Mais globalement, mon système, il fonctionne mal. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne mal? À quel moment est-ce que ça ne va pas? Et à l'inverse, quand on est sur le haut potentiel intellectuel, eh bien là, mon architecture cognitive, elle fonctionne super bien. Ouais, elle est dorée, etc. Donc voilà, mais il y a bien donc un continuum. Hein. C'est pas, voilà, on n'est pas à 128, c'est une catastrophe, et puis à 130, tout va super bien. Donc on est bien sur d'une identification du fonctionnement cognitif intellectuel, ça je vous l'ai dit quand on parle du haut potentiel intellectuel, avec donc cette idée d'avoir un quotient intellectuel supérieur ou égal à 130, qui est vraiment la valeur consensuelle à ce jour. Peut-être qu'un jour ou l'autre, hein, ça peut encore changer, mais à ce jour, c'est cette valeur qui est à prendre en considération. De mon point de vue, c'est une grande problématique, c'est que ça dichotomise la réalité, et que justement, parce qu'il y a eu voilà, des erreurs, parce qu'aujourd'hui, voilà, l'enfant, il avait appris une mauvaise nouvelle, et donc beaucoup de stress à gérer en parallèle, eh bien, il a pu avoir un score un peu inférieur, ça s'appelle, voilà, c'est pas de chance, c'était plutôt négatif pour lui, et donc, il va avoir un score, allez, à 126, mais est-ce que 126, ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne serait pas non plus quand même à haut potentiel intellectuel. Et donc, d'où l'importance, normalement, de prendre cet intervalle de confiance, et puis quand on voit l'intervalle de confiance, oui, il y a quand même un peu aussi, il est un peu au-dessus au niveau de 130, donc on peut aussi le considérer comme un haut potentiel intellectuel. Donc ça renvoie, de mon point de vue, vraiment à l'étude, en tout cas pour le psychologue, de la spécificité du fonctionnement cognitif. Comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça se traduit chez l'enfant, et chaque enfant est différent. C'est-à-dire que même voilà, deux individus qui ont un quotient intellectuel observé à 134, eh bien, peuvent avoir des points forts et des points faibles différents dans leur architecture cognitive que je vous ai présentée avec le modèle de Corentin-Gontier. Ou pas, la suite. Voilà. En tout cas, voilà, parce que je travaille beaucoup chez les enfants, hein, un élève à haut potentiel intellectuel, il est caractérisé par un fonctionnement cognitif. Et voilà, dans certains contextes, eh bien, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a également des enfants qui ont un haut potentiel intellectuel, mais qui, à l'école, pour X ou Y raison, eh bien, ça ne fonctionne pas. Mais on l'a tous vécu. On a des profs avec qui ça passe super bien, et puis des profs avec qui on se dit, voilà, ça va être encore un petit peu long. Donc voilà, pas très motivés. Non, mais franchement, on les a tous eus. Voilà. Donc, ça joue quand même beaucoup. Voilà, donc la motivation voilà, fonctionne bien. Et puis à côté de ça, dans toute la littérature, hein, on a quand même encore beaucoup, d'autres critères qui sont présentés comme des caractères vraiment habituels que l'on retrouve chez les enfants au potentiel intellectuel. Alors moi qui ai exercé en libéral, puis comme j'étais étiquetée, spécialisée au potentiel intellectuel, j'avais les parents qui venaient et qui me disaient « Ah bah oui, il a tel critère, tel critère, tel critère. » Je les ai vus sur Internet, donc ils posaient déjà l'identification avant même que moi j'ai vu l'enfant. C'est un enfant au potentiel intellectuel. Alors, on parle beaucoup d'inattention, mais voilà, vous allez avoir ça tout à l'heure avec un petit peu le TDAH, voilà, donc je n'irai pas plus loin. Vous avez également tout ce qui s'adresse à l'hypersensibilité. Alors voilà, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout ce qui est stress et anxiété, tout ce qui est humour. Mais par contre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est donc la créativité. Donc, je vous ai déjà montré tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément toujours de lien. En tout cas, maintenant, comment est-ce qu'on évalue la créativité? Parce que, voilà, souvent, vous allez voir un psychologue, il ne va pas vous le proposer, mais il y a des outils qui permettent de l'évaluer. Déjà, deux choses. Quand on a cherché à évaluer la créativité, et repenser un petit peu aux exemples initiaux que je vous ai présentés, eh bien, vous avez vraiment des choses où est-ce qu'on évalue le potentiel créatif ou est-ce qu'on évalue le talent, c'est-à-dire vraiment les réalisations. Donc, voilà, donc ça, c'est deux choses qui sont différentes. Et quand on évalue les réalisations, c'est vraiment a posteriori, on demande à l'individu de nous présenter les réalisations créatives qu'il a pu faire. Et quand on s'intéresse plutôt à la mesure du potentiel créatif, puisque de toute façon c'est comme l'intelligence, on mesure le potentiel intellectuel, pas toujours la réalisation, et bien là, soit on va demander à l'enfant, on va lui simuler, on met dans une situation, et là pendant 10 minutes, un quart d'heure, crée quelque chose avec, on est tous dans les mêmes conditions, mais on simule un travail créatif, ou à l'inverse, eh bien on va s'intéresser aux différents ingrédients où on sait qu'ils sont importants pour évaluer la créativité. Alors, je vais passer très vite parce que je vois que l'heure tourne, la demi-heure qui m'est allouée tourne. Ça ne veut pas. Une fois sur deux, il faut que je me rapproche. Voilà.
Alors, vous avez donc différents types de questionnaires et d'accomplissements. Vous avez voilà, l'Alpha Biographical Inventory de Taylor qui date de 1968. Vous avez 300 items. Et là, vous devez donc sélectionner voilà, ceux voilà, dans lesquels vous vous sentez créatif. Et vous avez également de la créativité en milieu scolaire. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Vous avez le Life Experience Inventory qui date de 1979, où là, vous avez 100 items qui portent vraiment sur les faits voilà, de tout au long de votre vie. Donc là, c'est plutôt chez les adultes plutôt que chez les enfants. Voilà, il y a différents domaines qui sont évalués. Et vous avez, voilà, ça c'est vraiment une échelle qui est assez couramment utilisée, en tout cas chez les enfants, mais là encore, hein, c'est parce que moi je travaille avec les enfants, donc j'aime bien cette échelle-là. C'est vraiment, les enfants en fait, ils cochent en fait ce qu'ils font comme activité qu'ils considèrent comme créative, et puis, eh bien, ils vont indiquer la fréquence. Est-ce que, par exemple, je vais régulièrement dans des musées? Est-ce que, voilà, bref, tout ce qui peut être relié à la créativité. Ensuite, alors ça, c'est plutôt pour les plus grands, parce que les enfants en bas âge, enfin même jusqu'à 10, 11 ans, parfois c'est un peu difficile de répondre à des questionnaires. À partir de l'adolescence jusque chez les grands, on leur fait passer des questionnaires. C'est plutôt bien, ça va plus vite, etc. Vous avez donc l'adjectif checklist de Gut et Gendre, alors qui date un petit peu. Vous avez un listing d'adjectifs, et puis en fonction, vous avez des adjectifs qui correspondent plutôt à des personnalités créatives ou des personnalités non créatives. Donc voilà, donc on va regarder les adjectifs que l'individu a cochés. Voilà, vous avez également les tests de personnalité du type Big Five. Voilà, les psychologues voilà, les utilisent régulièrement, et notamment dans voilà, cette grande voilà, évaluation de la personnalité. La dimension qui est le plus souvent corrélée avec la créativité, c'est la dimension ouverture. Donc on va regarder à quel point l'individu a un score élevé ou non dans cette dimension ouverture. Et puis enfin, vous avez le Creativity Assessment Packet qui date de 1980, qui évalue globalement voilà, la motivation et la personnalité à devenir créatif. Voilà, donc ça, c'était sur les questionnaires. Et puis après, on peut mettre au travail l'enfant, c'est ce que je vous expliquais. Et le grand outil voilà, qui est utilisé depuis des années, parce que c'est Torrens qui l'a mis vraiment en évidence au tout départ, c'est la pensée divergente. Mais on n'évaluait que ça, c'est-à-dire qu'on limitait la créativité à la pensée divergente. La pensée divergente, c'est quoi? C'est la capacité, à partir d'un stimulus initial, produire de nombreuses idées. Alors vous, ça doit vous faire penser un petit peu à la pensée en arborescence proposée par James Fachin. Nous, en tant que psychologues, on ne parle pas de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment la pensée divergente exploratoire, c'est je pars d'un stimulus et vers quoi, enfin voilà, quelles sont les différentes idées auxquelles je peux penser. Il faut évidemment que ça réponde à la consigne, parce que si ce n'est pas adapté, ça ne sert à rien. Voilà un exemple d'épreuve que l'on peut faire passer aux enfants, ça fonctionne super bien. Vous avez des demi-cercles ouverts, et l'enfant, en 10 minutes, doit produire un maximum de dessins. Je vous donne des petits exemples, comme ça, voilà, ça vous donnera des idées. C'était fait chez des ados au collège. Voilà. Alors, on ne regarde pas l'orthographe, c'est pas grave. Nous, quand on travaille sur la créativité, l'important, c'est la créativité du dessin. Oui, le aquarium est magnifique, j'adore. Mais peu importe. À l'oral, ça fonctionne. Donc, ça fonctionne. On comprend que c'est effectivement un aquarium. Voilà, donc ici, on va regarder quoi? On va regarder le nombre de dessins que l'enfant a produit, le nombre de catégories dans lesquelles on va pouvoir catégoriser au final les dessins. Donc ici, là, vous avez les animaux, avec les petites tortues, vous avez tout ce qui est plutôt électrique. Je vous ai même mis des rapporteurs, vous voyez, quand on est à l'école, ça fonctionne bien. Voilà, donc les tortues et puis l'abeille, hein, voilà, les catégories animaux, puis vous avez l'aquarium, qui est donc le contenant voilà, qui nous intéresse. Voilà, premier type d'épreuve. Deuxième type d'épreuve que l'on peut évaluer, c'est ce qui concerne la pensée convergente intégrative. Cette pensée convergente intégrative, donc c'est l'inverse de celle qu'on avait tout à l'heure. Celle-ci, au départ, elle n'était pas très évaluée. C'est à l'inverse. Une fois que j'ai exploré un maximum de choses, il va falloir que je les sélectionne, ce qui est le plus pertinent, pour créer une seule production à la fin qui soit la plus originale possible par rapport à tout ce que les autres vont pouvoir proposer. Et ici, pour ce faire, même chose, un petit exemple de la tâche d'Urban et Gelen, dans lequel on propose donc une feuille où l'enfant doit donc compléter ce dessin. On lui explique, voilà, il y a un artiste qui a débuté son dessin, il ne l'a pas terminé, c'est pas de chance. Toi, complète-le. Et vous voyez qu'il y a un petit élément là, extérieur, ici, à l'extérieur du rectangle. Alors celui-là, quand il est utilisé, je veux dire, les enfants, ils sont au top du top, parce que généralement, c'est de côté, et donc ils ne l'utilisent pas. Alors ça, vous avez la forme A. La forme B, il faut imaginer la même chose, mais la tête en bas.
D'accord ? Et donc, je vous donne maintenant des petits exemples de production plus ou moins créatifs d'enfants en élémentaire. Donc voilà, avec la forme A, bon, vous en avez, ils sont mignons, hein, les enfants, ils nous ont fait juste des formes, ils ont complété pour faire des ronds et des carrés. Bon voilà, ok, ce sont les formes géométriques presque. Et à l'inverse, vous en avez un autre d'enfant. Alors, j'avais pas bien compris pourquoi ce titre du monde des jouets, mais bon, bref, peu importe. En tout cas, tous les éléments sont présentés et même l'élément à l'extérieur a été utilisé. Voilà, donc plutôt pas mal. Dans la forme B, je vous en ai mis 2 quand même, également pour vous montrer la forme B, si ça veut bien passer. Voilà. Pardon. Oh. Pourquoi ça va si loin ? Hop, pensée intégrative, ok. Voilà. Donc, vous en avez un. Il les a tous assemblés, et puis il a dit à la fin, oui, parce qu'on leur demande, qu'est-ce que c'est ? C'est le n'importe quoi, super. Effectivement, bon, on ne voit pas grand-chose. Et à l'inverse, le deuxième qui nous a fait un char-éléphant. Là, il fallait le chercher, on n'en a pas eu 2. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, il y avait j'ai vu plus de 400 enfants pour ma thèse, c'est des dessins au cours de ma thèse, donc plus de 400 enfants vus. C'est le seul et unique qui m'a fait quelque chose comme ça. Enfin, je veux dire, le char-éléphant, voilà, j'avoue, je l'ai beaucoup apprécié, en fait, quand j'ai fait passer aux enfants. Donc voilà des exemples de production d'enfants plus ou moins créatifs, vous voyez. Voilà, on s'éclate. Enfin, moi, j'adore travailler avec les enfants. Voilà, c'est quand même super sympa de travailler sur la créativité, beaucoup plus que sur l'intelligence, où on a toujours une seule bonne réponse possible. Alors, toujours est-il que ces outils, ils étaient un peu vieux, et donc on a créé avec Baptiste Barbeau et Todd Lubart une batterie qui s'appelle EPOC, qui s'appelle donc Évaluation du potentiel créatif. L'objectif de cette batterie, c'est d'évaluer à la fois la pensée divergente et la pensée convergente intégrative, et c'est dans différents domaines. On a commencé à évaluer ces domaines et à les proposer dans le domaine verbal et graphique, parce que pour les enfants, c'est ce qu'il y a de plus couramment utilisé. On a aujourd'hui la version dans le domaine social, et on travaille sur le domaine mathématique, musical, kinesthésique, normalement à partir de l'année prochaine. L'objectif aussi, c'est les normes, vous les avez pour les enfants jusqu'en élémentaire. On a les normes pour le collège qu'il faut qu'on édite, ça viendra un jour ou l'autre. Et là, la difficulté maintenant pour nous, c'est d'aller évaluer, d'avoir des normes pour les lycéens avant de passer aux adultes. Donc voilà, dans chacune, vous voyez, on va dire des catégories. Vous avez la pensée divergente exploratoire et convergente intégrative, donc dans 2 domaines. Et à chaque fois, on fait passer 2 épreuves. C'est important d'avoir 2 épreuves parce qu'il y a une épreuve, on peut ne pas être bien à l'aise et puis au final échouer. Je vous ai mis des petits exemples. Dans le domaine, alors c'est plus facile avec les dessins toujours, donc je vous ai mis du domaine graphique. Voilà, vous avez, on présente une banane et l'enfant doit produire un maximum de dessins à partir d'une banane. Et vous voyez ici que vous avez une banane qui sert de hamac, de poisson, de bouche, le nez de Pinocchio, on en a plein. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. De nouveau, on compte le nombre de dessins différents qu'il a pu produire. Et à l'inverse, sur la pensée convergente intégrative, voilà, il y a différents stimuli, et il y en a 8 qui lui sont présentés, et il doit, alors ces stimuli sont soit, donc ici c'est des stimuli abstraits, donc il doit les intégrer en un dessin. Donc vous avez ici la station spatiale, les 8 éléments sont intégrés dans le même dessin. Oui, je me dépêche. Et enfin, hop, ici c'était avec, à l'inverse, des stimuli concrets, et vous voyez que la personne a détourné, et ça c'est topissime, les éléments, c'est-à-dire que vous avez une ampoule qui devient en fait un maître nageur, vous avez la pierre qui était devenue la piscine, le chapeau qui devient un parasol, la pelle, ça devient le plongeoir, etc. Donc vous voyez que c'est topissime, là encore, parce qu'il est capable d'avoir détourné les éléments. Alors, je vous montre juste ça, parce que c'est important. Différence entre haut potentiel intellectuel et haut potentiel créatif. On l'a fait à partir des normes, donc des enfants qu'on avait vus, et on les a comparés avec des enfants qui sont vus en fait, au CNAP, qui est le Centre national d'aide pour les enfants et au potentiel intellectuel. Et on observe uniquement une différence. Alors, au CNAP, il y a beaucoup de garçons, donc c'est pour ça qu'on a ciblé que les garçons. Et on se rend compte que la différence, elle n'apparaît que lorsque l'on s'intéresse au final à la pensée divergente graphique, et en plus de ça, uniquement sur le dessin numéro 1, donc sur les formes abstraites. Donc on voit bien que globalement, il n'y a pas de différence sur le potentiel créatif, en tout cas sur 3 indices sur 4 par rapport à la population tout venante. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai dépassé mon temps. Et il y avait d'autres choses après, après on peut en reparler sur le développement de la créativité chez l'enfant, mais je m'arrête là. Donc si vous avez des questions,
Voilà, je suis à vous. Je vous montre juste ma dernière slide parce que je l'aime bien quand même. Voilà. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, c'est Einstein. Et donc, j'aime beaucoup, en fait, ces citations d'Einstein. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci de votre écoute. Oui. Oui, vous avez parlé d'âge. Oui, vous avez parlé d'âge. Est-ce à dire que, par exemple, un enfant diagnostiqué à 6 ans, il doit repasser le test régulièrement? Et est-ce qu'il y a une évolution, justement, puisque vous parliez de l'âge et de l'environnement? Alors, forcément, l'intelligence, elle évolue et il y a un peu d'inné et il y a un peu d'acquis. Et donc, on ne peut pas connaître et la part d'inné et la part d'acquis. Toutefois, quand on a fait passer un test et qu'on a identifié un enfant au potentiel intellectuel, s'il est dans un environnement globalement stimulant, eh bien, ça ne va pas tellement bouger. C'est-à-dire que la corrélation entre le QI qu'on observe à un enfant de 6 ans, après avec un QI à l'âge adulte jusqu'à 50-60 ans, la corrélation, elle est à plus de 0,70. Donc, on a une très forte corrélation. Donc, normalement, il n'y a pas d'obligation à repasser un quotient intellectuel pour vérifier s'il y a une évolution ou pas. Voilà, c'est assez stable après tout au long du temps. Par contre, ce qu'on va observer plus là sur la créativité, c'est qu'il y a effectivement des périodes d'affaiblissement, notamment quand on change d'établissement. Donc le passage, quand on arrive en CP, c'est catastrophique, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'en maternelle, il y a beaucoup plus de liberté et le potentiel créatif de l'enfant, il est bien développé. Quand on arrive en CP, il y a à un moment donné des choses qui font qu'il faut bien respecter les règles. On a également une autre période d'affaiblissement, c'est vers 9-10 ans, période à laquelle il y a le développement de la logique, mais également l'importance du regard de l'autre qui apparaît. Je veux faire comme les copains, et donc trouver des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est un peu moins facile. Et puis après, on observe plus tardivement, en tout cas en France et au lycée, c'est-à-dire que l'étape charnière, on va dire CM2, 6e, on ne retrouve pas d'affaiblissement, on le retrouve à l'arrivée au lycée. Mais pour moi, on a un gros biais, c'est que quand on arrive au lycée, eh bien, on part en filière générale, technologique, etc. Et là, on perd un certain nombre d'individus, puisque généralement, là où on va évaluer la créativité, c'est dans les lycées généraux. Et donc, on perd les autres enfants qui pourraient être un peu plus créatifs, qu'on évalue un peu moins. Voilà. Merci. Je vous en prie. Alors, il y a une question derrière. Ok, c'est mieux avec le micro. Oui, on voit bien, l'exemple des dessins que vous montrez quand même sont hyper révélateurs à mon sens de l'environnement. Aujourd'hui, on a des gamins qui passent leur temps sur des tablettes ou sur des téléphones. Alors, j'ai rien contre ça. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez des enfants qui jouent au Lego ou qui sont encouragés à dessiner ou à être dans le jardin tout simplement et pas rentrer à la maison et du coup de faire des trucs avec des branches et des feuilles et de s'imaginer un monde. Là, vous pouvez avoir des enfants qui ont une créativité qui se développe, qui se travaille, peut-être un peu comme la mémoire, et qui pour autant ont peut-être un potentiel moins créatif que quelqu'un d'autre pour lequel c'est complètement annihilé parce qu'il passe des heures et des heures devant un écran, quoi. Donc l'environnement, il est... je ne sais pas, vous allez peut-être confirmer, je pense, mais ça me paraît quand même extrêmement prédominant. Alors l'environnement est important, je vous l'ai dit, ça fait partie des 3 facteurs qui sont importants. Après, les études mettent en évidence que même quand on joue à des jeux, alors je dis pas, tout dépend du type d'écran, hein. La télé, si c'est juste regarder des dessins animés, c'est pas forcément ce qui va développer au plus la créativité. Mais par contre, il y a certains jeux vidéo, notamment, comment ça s'appelle avec les petites briques là, je sais même plus. Minecraft. Je suis désolée, je suis pas très douée, mais voilà. Minecraft, ça développe beaucoup plus la créativité que de regarder la télé. Donc tout dépend, on va dire, des jeux vidéo auxquels l'enfant participe. Et puis, à l'inverse, sur certains jeux vidéo, ça va développer une qualité esthétique qui est nécessaire, notamment quand on fait après du dessin. Donc voilà, donc ça dépend, tout dépend après de ce qu'on va évaluer au sein de la créativité. Et alors après, pour aller dans votre sens, je suis en train de travailler avec les écoles pédagogie en nature. Et donc, on s'intéresse à, quand on propose en fait des pédagogies en nature, parce qu'on revient un petit peu vers ça avec toute cette
problématiques de développement durable, eh bien, voilà, à quel point est-ce que ça développe également le bien-être de l'enfant et leur potentiel créatif. Donc voilà, donc ça, c'est des études qui sont en cours, c'est pas encore publié. Voilà, les premiers résultats, je pense que ça sera l'année prochaine. Donc je peux pas vous répondre, mais en tout cas, c'est mon hypothèse. Voilà, moi qui, voilà, effectivement, en permettant à l'enfant de découvrir également son environnement, et ça fait une richesse complémentaire pour justement leur permettre d'être un petit peu plus créatifs. Mais les résultats l'année prochaine. Oui. Oui, en fait, donc merci déjà, c'est vraiment très très bien. Au-delà des enfants, donc évidemment après ils grandissent, ils deviennent des adultes. Je pense que c'est une question, c'est la même chose aussi par rapport à l'environnement. Parce que quelqu'un qui est pas forcément stimulé au travail de façon à ce que son plein potentiel soit libéré, et en tout cas exprimé, eh bien, ne va pas forcément non plus... peut faire énormément d'erreurs, on dirait vraiment qu'il n'est pas du tout quelqu'un de très créatif aussi. Ah oui, alors on est bien d'accord que l'environnement, par exemple, la société, même qui nous embauche, eh bien, va avoir également une incidence sur l'expression de son potentiel créatif. Et on se rend bien compte qu'une même société, en fonction du chef avec qui est-ce que l'on travaille, on ne va pas avoir la même créativité, on ne va pas nous autoriser la même créativité. Donc ça, oui, vraiment, c'est certain que l'environnement dans lequel on évolue va avoir une incidence. Mais il n'y a pas que ça. Et on voit, par exemple, juste pour rester... moi, je connais beaucoup les enfants, mais on voit que les enfants, ils osent moins. C'est-à-dire que les enfants en CP jusqu'en CE2, on leur fait des problèmes de mathématiques, ils osent. Bon, c'est pas grave, je sais pas, mais je vais tester. À partir du CM1, il y a une énorme barrière. Et en fait, c'est comme s'ils avaient... intégrer le fait de mais si jamais je me trompe, en fait après je vais avoir une mauvaise note et donc j'ose même plus, je ne m'autorise même plus à essayer alors que peut-être que je vais réussir mais pas du tout. Donc en fait on se rend compte que les enfants de CP, CE1, CE2 ils sont capables de même d'essayer des problèmes qui sont normalement réussis par des enfants de CM1 ou CM2, voilà j'essaye. Les enfants de CM1 ils vont se dire moi je m'arrête à mon niveau, voire le niveau en dessous, et plus on grandit, plus ils s'arrêtent tôt. C'est quand même incroyable. Donc, c'est vraiment des choses... l'environnement scolaire va aussi faire que l'enfant, il intègre des limites à ce qu'il va oser faire. Tout à fait. D'ailleurs, il y a la comparaison sociale qui se développe de plus en plus. Et quand on est adulte, alors là, encore pire. Je pense. Ah bah oui. C'est pour ça que j'attends de travailler sur les normes adultes dans quelques années, mais ça m'intéresse, puisque... je l'ai fait passer comme ça à certains adultes quand j'évaluais également le quotient intellectuel. Et la première chose, c'est « Ah non, mais moi, je ne suis pas créatif. Mais moi, je ne sais pas faire. » Et donc, on se met tout de suite une limite beaucoup plus vite que les enfants. Donc ça, c'est sûr. L'intégration des normes. Merci beaucoup. Oui. Bonjour, merci pour cette conférence. Oui, vous parlez de l'environnement extérieur, mais moi, je me disais aussi, et pourquoi pas, l'environnement intérieur, c'est-à-dire que tout ce temps intérieur qu'on doit s'autoriser, ce temps intérieur dans lequel on va pouvoir imaginer, divaguer, créer, imaginer, s'ennuyer même. Ce temps intérieur, il faut le nourrir, et peut-être, pour revenir à ce que disait la dame juste avant, c'est qu'effectivement les écrans sont peut-être une menace justement pour nourrir ce temps intérieur. Et est-ce que, avec l'arrivée de toutes ces technologies, de l'intelligence artificielle qui vont à une vitesse fulgurante, comment on peut mettre ces nouvelles technologies au service de la créativité? Et j'ai bien aimé aussi ce que vous venez de dire là par rapport au fait de s'autoriser à être ridicule pour pouvoir être créatif, quoi. Voilà, c'est juste des pensées que j'ai. Alors là, juste pour rebondir, de nouveau, je vais redire la même chose, mais tout dépend de comment est-ce qu'on utilise les nouvelles technologies. Il y a vraiment du positif, en fait, sur le développement de la créativité, de l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et effectivement, il faut savoir faire autre chose. C'est-à-dire que ce temps de « je m'ennuie », mais il est hyper important. Moi, mes enfants, j'adore quand ils me disent « Ah, maman, je m'ennuie ». Mais c'est génial! Et donc c'est pas un souci. Ennuie-toi, c'est très bien. Tu vas développer autre chose et tu vas trouver autre chose à faire. Mais c'est parfait. Donc moi j'aime beaucoup quand ils me disent qu'ils s'ennuient en classe et tout. C'est très bien. Au moins t'as fait penser, t'as imaginé plein de choses et tout, etc.
Donc ça, c'est la première chose. Donc l'ennui, effectivement, le fait de prendre son temps, de se balader, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose d'important, effectivement, mais pour soi-même. Et puis sur le deuxième aspect, bon, j'ai répondu là sur les écrans. Et sur l'intelligence artificielle, je pense quand même que l'humain a justement à travailler. Alors moi, je suis pas allée là-dessus. J'ai eu mon collègue Todd Lubart qui travaille justement sur créativité et intelligence artificielle. Je pense vraiment qu'il y a des choses à travailler et que l'intelligence artificielle ne pourra pas forcément créer. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle apprend au fur et à mesure, mais je ne suis pas certaine qu'elle crée. Et donc, à un moment donné, tout l'intérêt de l'humain par la suite est de continuer à créer pour aller encore un petit peu plus loin. Voilà, mais voilà, c'est... Voilà. Il faut s'adapter. Enfin, on en parle en ce moment beaucoup. L'intelligence artificielle, nous, en tant qu'enseignants à l'université, c'est une catastrophe. On ne peut plus faire aucun dossier. On ne sait pas si c'est les étudiants vraiment qui les ont fait ou pas. Donc, même c'est à nous, en fait, de travailler différemment pour faire en sorte de demander... moi, j'ai des collègues qui sont beaucoup plus à la pointe que moi de tout ça. Et donc, ils leur disent, allez-y, utilisez l'intelligence artificielle, mais vous devez vous les approprier et en faire des choses différentes. Mais voilà, ils autorisent directement, allez-y, mettez un prompt, en fait, dans ChatGPT ou autre, pour, Donc, c'est que c'est faisable. Je pense que vraiment, c'est aussi à nous. Effectivement, ça évolue très, très vite. On est dans une société, fluide, volatile, où on doit s'adapter constamment. Eh bien, on va être amené, effectivement, à créer encore un petit peu plus chaque jour.